Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir. Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELQ. Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELQ. Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on souligne la parution du Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, un projet co-dirigé par Marie-Pierre Luneau et José Vincent, qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Le projet a mobilisé plusieurs ressources du GRELQ au cours des dernières années. Pour l'occasion, on a convié 6 personnes qui ont joué un rôle clé dans l'aventure. De la rédaction à la révision, en passant par la coordination, le travail à la chaîne vous est dévoilé par Nicolas Giguère, Marie-Hélène Janotte, Philippe Rioux, donc dans la première partie de l'épisode, puis dans la deuxième partie, nous rencontrerons Sophie Drouin, Mylène Fréchette et Fanny Saint-Laurent. Nicolas, Marie-Hélène et Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. On aimerait, si vous le voulez bien, commencer par aborder la rédaction des notices du dictionnaire, une tâche cruciale et probablement assez longue, à laquelle vous vous êtes adonné durant plusieurs années, et parfois même près d'une décennie dans certains cas. C'est intéressant justement de réfléchir, je crois, à la longévité du processus dans la mesure où vous avez rejoint l'équipe de rédaction du dictionnaire au début de vos parcours respectifs. On pourrait peut-être prendre chacun de vos parcours justement et profiter de l'occasion pour vous présenter. Donc, je vais commencer avec toi, Nicolas. Tu détiens un doctorat de l'Université de Sherbrooke et tu occupes donc plusieurs fonctions en ce moment dans le milieu culturel. Tu es, entre autres choses, responsable du cahier critique pour la revue Lettres québécoises. Tu es auteur de poésie, de nouvelles, de romans. En plus donc de tes chapeaux de critique et d'auteur, tu occupes un poste de chargé de cours à forfait pour le programme de 2e cycle en édition au campus de Longueuil, ce qui te place au cœur de cette formation. Mais avant tout cela, tu as été un élément donc important du GRELQ, notamment dans le cadre de tes fonctions liées à la rédaction du Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, dans lequel donc, tu signes une vingtaine de notices. Où en étais-tu dans ton parcours quand tu as rejoint l'équipe du Dictionnaire et où en était le projet lui-même à ce moment-là? Mais en fait, le projet en était pas mal assez balbutiement. Quand je suis arrivé, en fait, l'équipe du dictionnaire, c'était au tout début de ma maîtrise, en 2006. Et en fait, parmi mes premières tâches, avant même la rédaction, ce que j'ai fait, c'est beaucoup du dépouillement de sources. Donc, je me suis, sans faire de mauvais jeu de mots, je me suis pas mal cloîtré au fil de la charité du Sacré-Cœur de Jésus, où, en fait, j'ai rédigé une notice, en fait, sur cette communauté qui éditait beaucoup de manuels scolaires. Et donc, j'ai dépouillé leur fonds d'archives liés aux éditions Projet. Et en fait, suis, on pourrait dire aussi, enfermée à la Société d'histoire de Sherbrooke aussi. J'ai passé beaucoup de temps, c'était vraiment passionnant aussi, dans les répertoires d'annonceurs, les annuaires, les bottins téléphoniques, en fait, de la ville de Sherbrooke pour, là, en fait, trouver des libraires. Et ça aboutit, en fait, à un tableau synthèse des principaux libraires francophones et anglophones de la ville de Sherbrooke, et une notice sur Philippe Damien Autier que j'ai rédigé. Donc, avant la rédaction, c'était vraiment le dépouillement de sources, photocopie, du travail, on pourrait dire, vraiment de terrain. Et ça m'a vraiment initié, justement, au dépouillement d'archives, au dépouillement de sources, en fait, là, qui a été très utile pour la thèse ensuite. Et toi, Marie-Hélène, donc je te présente. Tu es actuellement stagiaire postdoctorale à l'Université Queen's et chargée de cours. Tu as complété un doctorat à l'Université de Sherbrooke, donc en histoire du livre autochtone. Tu as d'ailleurs dirigé l'excellent collectif Nous sommes des histoires, dans lequel sont traduits donc les grands textes qui ont façonné le domaine des études autochtones. Au moment d'intégrer le GRELQ, puis le projet donc du dictionnaire, avais-tu déjà l'intention de faire ta thèse sur ce sujet-là? Oui, moi, quand je suis arrivée au GRELQ, j'étais déjà au doctorat, donc ça faisait peut-être 1 an que j'avais commencé mon doctorat et je travaillais sur la littérature autochtone depuis le début de ma maîtrise. Et c'est dans le cadre de ma maîtrise que j'avais suivi un séminaire avec José Vincent, un séminaire qui s'intitulait « Les gens du livre au Québec ». Nicolas y assistait aussi, si ma mémoire est bonne.
Moi, à ce moment-là, pour être honnête, je n'étais pas particulièrement intéressée par l'histoire du livre ou l'histoire de l'imprimé ou la recherche en archives. J'étais beaucoup dans les textes et dans l'analyse de textes. Et je me rappelle que quand même, ce séminaire-là, même si je ne l'avais pas nécessairement pris par choix au début, il a vraiment semé quelque chose, je pense, dans ma tête. Et je me rappelle entre autres d'une discussion que j'avais eue avec Josée où j'avais lancé un peu naïvement « Ah, mais la production des textes puis l'édition, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui est intéressant. » Et elle m'avait fait une réponse très éloquente, évidemment, dont je ne me rappelle pas un traître mot, mais je me rappelle très bien, par contre, des étoiles dans ses yeux quand elle me parlait de l'histoire du livre. Et je pense que c'est à ce moment-là, donc bien avant mon arrivée au GRELC, que j'ai commencé à réfléchir à, qui édite les œuvres autochtones? Est-ce qu'il existe de l'édition autochtone? Qui fait les livres écrits par des personnes autochtones? Et donc, ensuite, je me suis lancée dans un doctorat sur la question. Philippe, tu détiens toi aussi un doctorat de l'Université de Sherbrooke. Ta thèse portait sur la bande dessinée super-héroïque au Québec. Et pendant toute ta formation, tu as fait partie du GRELC. Au fil du temps, tu as signé ou co-signé une trentaine de notices du dictionnaire, quand même, c'est pas peu. Et donc, on aimerait savoir où en étais-tu dans ton parcours quand tu as rejoint l'équipe du dictionnaire? Je suis arrivé au GRELC à la fin de l'année 2012, si je me souviens bien. Donc, je terminais mon baccalauréat parce que j'achalais Marie-Pierre Luneau, qui était membre du GRELC déjà à ce moment-là, pour pouvoir rejoindre le groupe de recherche. Je cherchais aussi un emploi d'été, donc il y avait un peu cette idée-là derrière ça. Et puis, j'ai été attitré au départ au secrétariat du GRELC, ça a duré quelques mois. Et ensuite, au début de ma maîtrise, donc dans les mois qui ont suivi mon embauche au GRELC, j'ai suivi le séminaire Gens du livre au Québec, le même séminaire que celui dont Marie-Hélène parlait, où on devait travailler sur des cas particuliers de gens qui ont œuvré dans le milieu du livre au Québec, faire un peu leur biographie puis leur trajectoire professionnelle. C'était le travail de session qui était demandé. Et donc, j'ai travaillé sur un cas en particulier, mais c'est pas ce qui m'a amené au dictionnaire directement. Sauf qu'en travaillant là-dessus, Josée a, je présume, décelé des qualités de rédacteur de notices de dictionnaire chez moi et m'a proposé de rédiger une notice officielle pour le dictionnaire. Un cas particulier, celui de Heinz Egon Heinemann, donc un libraire de livres anciens allemand, qui travaillait dans le milieu anglophone montréalais. Je pourrais vous en reparler tantôt, d'ailleurs. Et donc, c'était une notice qui était un peu difficile à rédiger parce qu'il y avait très peu d'informations sur cette personne-là, puisqu'il était né à l'extérieur du pays, entre autres, puis qu'il y avait un parcours un peu rocambolesque. Et donc, ça a été un travail d'enquête super intéressant que j'ai fait à ce moment-là, qui m'a amené de fil en aiguille à rédiger d'autres notices sur des cas un peu problématiques comme celui-là. Donc, sur des gens qui ont travaillé dans le milieu du livre au Québec, mais un peu à l'ombre des grands éditeurs ou des grands professionnels qu'on connaît. Il existe justement un protocole de rédaction très détaillé pour assurer l'uniformité et la pertinence des notices. Moi aussi, j'ai fait partie du séminaire Les gens du livre au Québec et on pouvait tester la méthode qui est assez ardue à maîtriser dans les débuts, il faut le dire. Donc, je crois que quand les gens vont découvrir le dictionnaire, ça va paraître tout bien ficelé, etc. Sachez qu'il y a un travail de moine derrière. Mais donc, il y a un protocole de rédaction strict. Il faut une certaine maîtrise de ces codes. Toi, qui a signé plusieurs notices, qui a été recruté peut-être pour ces talents-là, peux-tu nous raconter en quoi consiste le processus de recherche et de rédaction concrètement? Oui, ça dépend vraiment du cas qu'on a devant nous, parce qu'il y a des cas, par exemple, qui portent sur des gens célèbres ou en tout cas des éditeurs qui ont été très influents, où là, on va trouver beaucoup d'informations. Peut-être que ça devient même plus difficile à ce moment-là parce qu'il faut trier l'information. Mais disons que de façon générale, la manière dont je procédais, c'est que j'allais voir d'abord, quand une notice m'était attitrée, qui était cette personne à partir d'ouvrages de référence qui portent sur l'histoire de l'édition littéraire au Québec. Donc, on en avait plusieurs au GRELC, de ces documents-là qui étaient dans la bibliothèque du groupe de recherche. Et là, je rassemblais l'information générale pour avoir une idée de ce qu'avait fait cette personne-là, mais aussi pour pouvoir situer les temps forts de sa carrière dans sa vie de façon plus générale. Ensuite de ça, j'allais chercher de l'information plus spécifique, par exemple les dates de naissance et de décès de la personne, ses dates de mariage, des informations personnelles finalement, qui encadraient, si on veut, l'ensemble de sa vie. Ça, c'est l'étape de la cueillette d'informations. Après ça, il faut organiser cette information-là. Donc, je rédigeais une chronologie pour chacune des notices, vraiment une ligne du temps là, où on place toute l'information qu'on trouve de façon structurée puis chronologique, donc ordonnée, pour arriver à voir ce qu'il a fait, quels moments sont les plus cruciaux dans sa carrière,
mais aussi là où il nous manque d'informations. Parce qu'on peut avoir parfois un blanc dans l'information de 20 ans qu'on s'explique mal, puis là, il faut aller creuser pour savoir à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière. Est-ce qu'il y a une réorientation de carrière, une naissance d'un enfant, par exemple, si on parle plus particulièrement de professionnels femmes. Et donc, ça nous permettait d'avoir cette vision-là plus précise sur des moments de la trajectoire du cas. Donc ça, c'est l'organisation de l'information. Puis ensuite vient l'étape de la rédaction, qui est la moins longue finalement, parce que l'étape de la recherche, c'est la plus importante et la plus exigeante, surtout si les sources sont rares. Au moment de rédiger la notice, là, on divise l'information en 3 catégories. Donc, on parle d'abord des paramètres généraux, ce qu'on appelle les paramètres généraux de la personne. Donc, ses dates vitales, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que cette personne-là a fait comme formation, comme étude, par exemple, qui a pu ou non le mener au milieu du livre, quels emplois cette personne-là a occupés aussi auparavant, ou en même temps, qui travaille dans le milieu du livre. C'est arrivé là, des fois, que des personnes travaillent à plusieurs endroits simultanément. Ensuite, on s'intéressait au parcours dans le milieu du livre. C'est la deuxième partie des notices. C'est la plus importante aussi, étant donné le sujet qui nous intéresse. Donc, on refait sa trajectoire à partir, disons, de la chronologie qu'on avait établie. Puis finalement, on rédigeait un paragraphe de conclusion sur la spécificité de ce cas-là. Donc, on se posait la question, en fait, qu'est-ce qui fait que ce cas mérite d'être inclus dans le dictionnaire? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel par rapport aux autres cas similaires ou qu'on pourrait trouver similaires? Et donc, on essaie finalement de voir comment chaque personne qui était incluse dans le dictionnaire avait amené une contribution propre à l'histoire du livre au Québec. Puis ensuite vient l'étape des révisions, mais là, ça, c'est l'étape où j'étais le moins bon. Cette tâche-là était confiée à d'autres personnes beaucoup plus habiles que moi. Mais parlons-en justement des révisions. Alors, Marie-Hélène, tu as non seulement signé plusieurs notices du dictionnaire, mais tu les as aussi révisées dans plusieurs cas. Ce n'est pas nécessairement une tâche aisée. Peux-tu nous parler un peu des défis rencontrés au moment soit de recueillir l'information sur certaines personnes qui n'ont pas beaucoup laissé de traces ou encore pour contre-vérifier les informations, réviser ces notices-là? J'ai travaillé sur plusieurs notices de femmes du début du siècle, du début du 20e siècle, entre autres. Et dans ces cas-là, oui, il y a une difficulté, c'est-à-dire que les femmes sont souvent invisibles dans les archives ou camouflées ou plus difficiles à déterrer. Les traces de leur travail sont moins mises en valeur d'emblée. Souvent, même leur nom est camouflé derrière le nom de leur mari, par exemple, ou leur réalisation. Bon, c'est étonnant pour moi de voir que même quand elles sont impliquées, par exemple, dans la création d'une association ou d'une maison d'édition, même dans les périodiques officiels ou les publications vraiment littéraires, on va raconter cette réunion-là, puis on va parler des gâteaux de l'une, puis des talents culinaires de l'autre, parce que les femmes, en plus de s'occuper du travail de création d'un organisme en édition, par exemple, s'occupaient aussi de la réception, mais c'était ce qu'on retenait souvent dans les écrits. Donc, aller chercher les actions professionnelles des femmes, qui n'étaient pas considérées toujours comme telles à l'époque, c'est vraiment pas si facile que ça dans les archives. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est lorsque les personnes étaient à la fois, par exemple, éditeurs et écrivains, ou une personne du milieu du livre qui a aussi publié beaucoup de livres ou beaucoup d'articles. Dans ce temps-là, les informations qu'on trouve rapidement, ce sont celles qui concernent la carrière d'écrivain. Alors que dans le dictionnaire des gens du livre, oui, on va parler de la carrière d'écrivain si c'est le cas pour la personne sur laquelle on travaille, mais on veut surtout voir quelles ont été ses réalisations par rapport aux livres ou à la circulation, à la production de livres ou d'imprimés. Et là aussi, il y avait une difficulté parfois à aller trouver cette information-là. Puis sinon, sur le plan plus personnel, ma difficulté première, ça a toujours été de contacter la famille parce que c'est souvent nécessaire pour obtenir des dates, pour obtenir des changements d'emploi, des informations très factuelles qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pour moi, ça n'a jamais été ma partie préférée du travail, de déranger les gens pour obtenir des informations, d'avoir des réponses plus ou moins chaleureuses également. Donc, c'est peut-être une partie plus laborieuse pour moi. C'est pas un secret, du moins pas au GRELT. Vous êtes 3 chercheuses et chercheurs particulièrement appliqués, méthodiques. Nicolas, selon toi, quelles sont les autres qualités, les autres compétences qui sont nécessaires donc, pour participer à la rédaction d'un dictionnaire historique comme celui-là? J'en ai, disons, sorti quelques-unes. Moi, je pensais d'abord à la rigueur, autant justement dans l'écriture que justement une rigueur aussi intellectuelle, rigueur dans les sources, aussi être capable de justement séparer le bon grain de livret, voir est-ce que c'est vraiment une source fiable. Parfois, il faut aussi même, d'une source à une autre, il y a des dates
qui se contredisent, il y a des faits qui se contredisent, donc il faut contre-vérifier, aller peut-être aussi à la source primaire, vraiment, au lieu d'aller vers des sources secondes, aller vraiment à l'origine et là où, comme Marie-Hélène le mentionnait, parfois contacter les membres de la famille pour avoir, disons, une fois pour toutes, une idée juste. Je pensais aussi au souci d'exhaustivité. S'il y a bien quelque chose, je pense, pour le dictionnaire qui est essentiel, c'est de faire le tour de la question, autant des, disons, des paramètres généraux, mais aussi de la carrière de l'individu, ses réalisations dans le milieu du livre, exhaustivité aussi des sources. Il faut vraiment, donc, rien négliger, autant, disons, les sources plus générales comme l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, l'histoire de l'édition littéraire au Québec, mais aussi des sources très pointues, archivistiques ou même, je pense aussi à mon Dieu, des actes, des fois notariés en ligne, par exemple, qui sont accessibles. Un esprit de synthèse aussi. Donc, c'est peut-être là aussi que ça peut devenir difficile. Donc, il faut à la fois faire un tour d'horizon complet, mais également faire preuve aussi d'un esprit de synthèse. C'était des textes relativement courts. Les textes, les notices les plus longues, disons en format Word, double interligne, c'est à peu près autour de 6 ou 7 pages, si je me souviens bien. Donc, il faut quand même prendre parfois des trajectoires très élaborées avec beaucoup d'informations, beaucoup de réalisations, synthétiser ça dans des textes accessibles aussi, mais qui vont faire un tour d'horizon complet, mais sans non plus, il ne faut pas que ça devienne un chapitre de thèse ou un texte de 30-40 pages. Et enfin, moi, je pense aussi des qualités d'écriture aussi. Philippe en parlait pour, disons, tout le côté protocole de rédaction. En fait, donc, les collaborateurs, collaboratrices du dictionnaire, donc, sont des gens qui avaient une plume sûre, assurée, fluide, accessible aussi, et c'est ce qui devait transparaître aussi, je pense, dans les textes. Donc, une écriture, justement, accessible, qui fait en sorte que les lecteurs, lectrices ne vont pas nécessairement trouver, comment on pourrait dire, disons, empoulir, qui vont la trouver difficile. Donc, il faut que les informations soient là et aussi communiquées de façon quand même accessible et évidente. Puis, donc, à établir, ou plutôt peut-être même rétablir le portrait d'individus souvent méconnus, j'imagine qu'on s'attache peut-être parfois à certains parcours. Philippe, aurais-tu en tête des cas marquants d'individus pour lesquels tu as fait la notice? J'en ai plein en tête, mais je me souviens pas de toutes les informations à leur sujet. Celui que j'évoquais tantôt, le cas de Heinz Egon Heinemann, est marquant pour moi d'abord parce que c'est la première notice que j'ai faite, mais aussi parce qu'il y a une vie complètement extraordinaire. Là, je peux peut-être vous donner quelques temps forts de son parcours pour que vous voyez des fois que les gens du livre, ce sont aussi des aventuriers. Donc, Heinz Egon Heinemann est allemand. Il est né en Allemagne. Son père est administrateur d'un terrain d'une grande famille noble, ce qui permet à Heinemann, qui vit donc dans cette propriété-là, d'avoir accès à une immense bibliothèque. Il s'intéresse aux livres pour ça. Adolescent, vers la fin de l'adolescence, il va fonder une librairie en Allemagne qui va tenir pendant un certain temps, une librairie de livres anciens et rares. Donc, c'est le créneau qu'il va investir. Mais en 1939, il est ciblé, en tout cas, il se fait dire qu'il serait ciblé par les forces nazies qui vont bientôt commencer à envahir les pays environnants et qui vont aussi chasser les intellectuels qui ont un discours ou en tout cas qui proposent des ouvrages à la vente qui peuvent aller, qui sont contraires à l'idéologie nazie. Et donc, il va s'exiler en Chine parce que plusieurs Allemands sont partis pour Shanghai au moment de quitter l'Allemagne très rapidement, en fait. Là. Donc, il est embarqué sur un bateau avec sa famille. Il est allé à Shanghai dans la délégation française. Donc, c'est un petit quartier de réfugiés dans Hongkou, c'est le nom du quartier chinois, où il va rencontrer d'autres intellectuels et ensemble, ils vont décider finalement d'ouvrir une librairie de livres anciens européens en Chine pour la clientèle européenne qui est exilée. Et en 1949, donc il va tenir ce commerce-là pendant quand même une dizaine d'années. En 1949, il va être là ciblé par l'Armée populaire de libération qui veut, encore une fois, c'est un peu le même principe, là, éliminer tout ouvrage qui est contraire à la philosophie communiste. Et il va être emprisonné le jour de son départ pour le Canada parce qu'il voulait aller vers le Nouveau Monde pour avoir une certaine liberté. Mais le jour de son départ, il est arrêté. Il va être emprisonné pendant 405 jours. Et finalement, il va être libéré en 1951. Et là, il va quitter pour le Canada, il va venir rejoindre sa famille qui était déjà établie ici. Et il va ouvrir à Montréal, sur la rue Mansfield, le Mansfield Book Mart. Puis là, ça, c'est un des cas où il y avait des informations contradictoires. On pense que cette
librairie-là existait déjà, ou en tout cas que la raison sociale existait déjà, mais qu'elle n'était pas vraiment active, là, et qu'il aurait donc racheté un fonds de commerce finalement de quelqu'un, d'un libraire montréalais qui s'occupait très peu de son commerce. Et il va, à partir de là, établir un commerce qui va devenir populaire auprès de la communauté anglophone, mais aussi de la communauté juive montréalaise. Par exemple, Leonard Cohen est va être un de ses clients réguliers. Il va tenir des soirées de poésie. Donc, il va un peu animer la vie culturelle là, d'une certaine partie de la population montréalaise. Et puis, il va faire ça jusqu'à sa mort. Donc, il va avoir joué ce rôle-là à Montréal jusqu'à sa mort. J'ai peut-être 2 autres cas, là, si vous me permettez. Celui d'Alfred Wilfrid Patnaud est particulièrement intéressant. Je fais ça rapidement. C'est un ancien commissaire d'école qui a fondé en 1927 la compagnie de cours par correspondance. Imaginez, on est en 1927. Lui, il se dit, bon, il y a des enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité ailleurs qu'à Montréal. Lui travaillait à Montréal. Et donc, j'aimerais ça que les meilleurs pédagogues puissent envoyer leur matériel pédagogique à des enfants partout en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va se spécialiser dans les livres d'apprentissage de langue seconde, principalement le français langue seconde destiné à la clientèle anglophone et l'anglais langue seconde destiné à la clientèle francophone. Et il va donc décider de publier, en même temps que ses manuels d'enseignement par correspondance, des disques lisibles sur gramophone, où on peut entendre les énoncés, les exercices prononcés par une personne qui est donc une locutrice maternelle, donc qui parle dans sa langue maternelle, soit en anglais, soit en français, parce que Patnaud disait finalement que les francophones qui enseignaient l'anglais l'enseignaient mal aux jeunes francophones du Québec et vice-versa pour les anglophones d'Ontario qui enseignaient le français, donc il n'était pas nécessairement assez compétent à son goût. Donc dans les années 20, finalement, il va créer une espèce de compagnie de vente de disques par correspondance, un peu comme on retrouve aujourd'hui sur le téléphone intelligent, mais ça c'est un peu un prototype de ça. Je mentionnerai comme dernier cas celui de Guy Saint-Jean, qui est un éditeur qui a d'abord commencé comme directeur des ventes chez Benjamin News, une compagnie de distribution de périodiques en anglais principalement, qui va cofonder plus tard les messageries Prologue et qui va, dans un deuxième moment de sa carrière, se tourner vers l'édition. Donc, on voit que dans le milieu du livre, parfois, l'accumulation de rôles différents peut être quelque chose de fréquent ou quelque chose qui se fait aisément. Il va fonder les éditions de l'Aurore qui publient de la poésie. Ça va fonctionner pendant un certain temps. Ça va être dissous après quelques années, par contre. Ensuite, il va fonder les éditions Intrinsèques qui vont faire un peu la même chose. Bon, c'est une maison d'édition généraliste, mais qui publie aussi de la poésie, de la littérature. Et dans un dernier temps, il va fonder Guy Saint-Jean Éditeur, maison qui est toujours active aujourd'hui. Qui est un peu un cas coup de cœur parce que la maison est devenue une entreprise familiale, comme on en voit beaucoup aussi dans le milieu du livre. Il y a plusieurs familles qui m'ont dit que l'entreprise, après le décès de la personne, dépend finalement de la bonne volonté des enfants. Donc, la survie d'une entreprise dépend de la succession. Finalement, c'est un peu ça que j'essaie de dire. Et Guy Saint-Jean Éditeur a été repris par Nicole Saint-Jean et Marie-Claire Saint-Jean, les 2 filles de Guy Saint-Jean. Moi, j'ai été en contact avec Nicole Saint-Jean pour obtenir de l'information. Puis, c'est là qu'on voit que des fois, des structures que nous, on observe un peu froidement à cause de notre démarche scientifique sont en fait des affaires de cœur, des affaires de passion. Nicole Saint-Jean a toujours une très grande admiration pour le travail de son père. Puis ces cas-là nous rappellent à quel point ça peut être touchant aussi, le métier de professionnel du livre. Bien, absolument. Oui, merci de nous partager donc ces parcours fascinants. À vous entendre, là, j'ai l'impression que votre formation universitaire a vraiment pu bénéficier donc des compétences acquises dans la rédaction là, des notices du dictionnaire. Donc, à tour de rôle, peut-être, je vous demanderais de faire une brève réponse là, à la question que je vais vous poser, mais je me demande de quelle façon là, votre expérience au DREL a marqué donc, votre parcours professionnel, votre parcours de recherche. Peut-être commencer par toi, Nicolas. Moi, je dirais, en fait, ce parcours-là au grec, puis l'expérience pour le dictionnaire, ce que ça m'a apporté, c'est entre autres une vision beaucoup plus complète et exhaustive de la littérature. Je pense qu'on est plusieurs, quand on entre, en fait, en littérature, on commence à y étudier. On a une relation, disons, on pourrait dire presque passionnelle aussi avec les textes. Donc, on connaît, disons, on pourrait dire des pôles comme l'auteur, l'autrice, l'éditeur, l'éditrice aussi, mais les autres, en fait, métiers du livre qui sont absolument essentiels. Bon, traducteur, traductrice, libraire, Philippe parlait de bibliophile.
ou disons membre fondateur aussi, ou membre fondatrice d'associations professionnelles aussi qui ont été absolument importantes. On peut penser à l'ANEL, exemple, mais c'est ce que ça l'a apporté, moi, beaucoup, en fait, le GREL, qui c'est justement cette compréhension, en fait, de la littérature et du livre comme vraiment un véritable système, où finalement, il y a différents maillons qui sont vraiment en lien les uns avec les autres. Donc, ils sont vraiment dépendants les uns des autres et l'un ne peut pas fonctionner non plus sans l'autre et sans les autres également. Pour moi, travailler au GREL, qui est en particulier sur le dictionnaire des genres du livre, je pense que ça m'a principalement donné l'expérience des archives et donc m'a permis de vraiment développer, m'a transmis le plaisir des archives. Donc, mener des enquêtes archivistiques, historiques, dépouiller des périodiques, dépouiller des boîtes d'archives. Au départ, c'était des activités de recherche qui me rebutaient par leur longueur, par leur aridité. Mais à force d'en faire, on voit toute la satisfaction parfois de trouver un détail qui va changer le sens de la trajectoire d'un individu ou qui va éclairer une zone d'ombre qu'il y avait jusqu'à maintenant dans notre recherche. Ou encore, c'est vraiment générateur d'émotions, en fait, travailler dans des archives. Il y a beaucoup de pièces archivistiques qui vont humaniser nos objets de recherche, nous rappeler, comme Philippe disait, que ce sont des humains qui ont eu une vie, qui ont vécu, qui ont eu de la tristesse, de la joie, des amitiés. Et oui, donc oui, moi, travailler pour le Dictionnaire des genres du livre au Québec, c'est le plaisir des archives et toute la pertinence et l'expérience humaine, même pour la chercheuse, de fouiller là-dedans et comme de reconnecter avec des personnes qui ont travaillé dans le milieu du livre. Philippe? Tout ce qui a été dit avant moi est très beau et intelligent. Là, moi, je vais être un peu plus plate. Là, je vais vous parler de l'aspect méthodologique un peu, ou en tout cas, quelque chose qui se rapproche de la méthodologie. En fait, ce que le travail au GREL, que moi, m'a montré, c'est que le travail de chercheur, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas qu'un travail qui se fait en solitude. C'est un travail qui est dynamique, qui se fait en collégialité. Vous avez reçu 6 personnes ici qui ont travaillé sur le dictionnaire. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est impossible d'avancer dans nos recherches sans la collaboration d'un paquet de personnes, que ce soit nos collègues chercheurs, les professeurs qui nous chapeautent ou les nombreux professionnels du livre qui acceptent de répondre à nos questions. Donc, c'est une activité finalement qui est très interactive, qui est très stimulante. Faire du travail de recherche en histoire du livre ou en histoire de l'édition, c'est pas du tout un travail qui se fait en isolement ou en isolation. Finalement, c'est quelque chose qui se nourrit des apports de la collectivité au sens très large. Nicolas, Marie-Hélène et Philippe, merci d'avoir démystifié pour nous le travail de rédaction d'un dictionnaire historique. Avant de se quitter, on aime bien inviter les visiteuses et les visiteurs à signer le livre d'or du GREL, donc en nous livrant une phrase ou une citation qui résume à leur sens l'esprit du groupe de recherche. Les mots de la fin sont les vôtres, en commençant peut-être cette fois par Philippe. Oui, bien moi, je prends une citation qui n'est pas de moi, là, je le dis tout de suite. Je vous amène du côté de la paralittérature, parce qu'on en a peu parlé aujourd'hui, mais ça reste mon dada. Marie-Hélène, tantôt, disait que le travail de recherche, c'est un peu un travail d'enquête. Ben, là, je vais vous citer Conan Doyle. En fait, je vais vous citer le 2e tome de Sherlock Holmes, qui résume, je pense, l'esprit qui anime un chercheur quand il travaille soit sur le dictionnaire, soit sur un autre projet. Donc là, c'est Sherlock Holmes qui parle. « Mon esprit refuse la stagnation. Donnez-moi des problèmes, du travail. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. » Après ça, il y a un passage sur l'usage de drogue que je vais vous épargner. Mais voilà pour la partie de la citation, je pense, qui résume bien dans quel état d'esprit on est quand on se plonge dans la rédaction d'une notice au dictionnaire. Marie-Hélène? Moi, plutôt qu'une citation, j'aimerais ça proposer 5 mots-clés qui décrivent mon expérience au GREL comme chercheuse et comme étudiante. Transmission, filiation, convivialité, plaisir et amitié. Wow! Nicolas? Puis je vais terminer donc avec quelque chose de différent. Donc, je pense qu'on va bien se compléter. J'ai essayé, disons, de résumer par une espèce de slogan. Enfin, voyons ce que ça donne. Donc, pour une meilleure compréhension du livre en tant qu'objet culturel et système. Merci tous les 3. Merci. Merci.
Après avoir abordé la rédaction à proprement parler des notices du dictionnaire, on se retrouve dans les coulisses du projet avec Sophie Drouin, Mylène Fréchette et Fanny Saint-Laurent. Bonjour Fanny, bonjour Mylène, bonjour Sophie. Fanny, tu as été très active dans le milieu de la recherche, hein? Par exemple en signant plusieurs articles de revue, en travaillant comme réviseuse linguistique. Maintenant, tu occupes un poste d'adjointe à la direction au sein de ton alma mater. Hein? Il faut te dire, tu as complété un doctorat en histoire du livre à l'Université de Sherbrooke qui portait sur un regroupement de femmes du 20e siècle, la Société d'études et de conférences, qui fait d'ailleurs l'objet d'une notice du dictionnaire. Alors, pendant que tu travaillais sur ta thèse, tu as été coordonnatrice du projet du dictionnaire, tâche qu'on imagine aussi cruciale que complexe, hein, probablement. Peux-tu nous dire en quoi consistaient les responsabilités de la coordination à ce moment-là? Bien, premièrement, il faut que je dise que j'ai travaillé en étroite collaboration avec les directrices du projet, Marie-Pierre Luneau et Josée Vincent. Josée en particulier parce qu'elle dirigeait également ma thèse de doctorat. Et puis, je tiens à souligner qu'elles m'ont fait très confiance, même si j'étais une toute jeune étudiante. Et puis ça, je l'ai beaucoup apprécié. Je tiens à le souligner. Donc, moi, j'ai été témoin des débuts du projet comme assistante de recherche. J'ai vu l'effervescence des débuts, toutes les nouvelles idées après les grands projets de l'histoire de l'édition et puis l'histoire du livre au Canada. Dans lequel le GRELC avait participé. Donc, maintenant, c'était le projet du dictionnaire qui prenait toute la lumière, puis c'était tant mieux, c'était une nouvelle étape de la vie du GRELC. Donc, quand j'ai commencé à être coordonnatrice, il y avait déjà une structure, une manière de fonctionner qui avait été établie. Avec le temps et l'expérience, il a fallu faire des choix, recentrer le projet. Même si le dictionnaire aujourd'hui est encore un projet d'envergure considérable, il aurait été inconcevable au début de traiter toutes les idées. Donc, j'ai participé là, à mon humble échelle, évidemment, là, à cette réflexion puis à la prise de certaines décisions. Au jour le jour, mes responsabilités étaient de créer et de maintenir des liens avec les collaborateurs, avec les rédacteurs. Donc, évidemment, j'ai écrit beaucoup de courriels, j'ai préparé des contrats, j'ai communiqué là, avec toutes ces personnes-là, évidemment. J'ai préparé des réunions avec les personnes responsables du projet, j'ai rédigé des comptes rendus, j'ai participé à la rédaction aussi de demandes de subventions pour ce projet. Ma partie préférée, c'était la vérification des faits. Alors, les noms, pseudonymes, date vitale, date d'événements historiques, pour moi, c'était une heureuse recherche. Et puis, il fallait que chaque notice soit la plus complète possible et la plus juste et que les faits soient évidemment incontestables. Il fallait chercher des informations manquantes, particulièrement là, sur la vie des personnes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de date vitale. Dans les banques de généalogie, par exemple, je me suis développée une petite spécialité là, dans la lecture d'actes de naissance, de mariage et de sépulture numérisés, mais dont la graphie là, des prêtres appartient à une autre époque. Donc, c'était ma petite spécialité. Donc, j'ai fait aussi de la révision linguistique. Il fallait aussi ajuster la forme des textes. Hein. C'est pas tous les rédacteurs là, qui envoyaient les textes de la même façon, même si on avait un gabarit. Donc, pour moi, c'était simple de les aider, ces personnes. Et je devais suivre les textes à travers toutes leurs étapes, toutes leurs évaluations également. Donc, il s'agit d'un ouvrage universitaire. Donc, plusieurs spécialistes devaient attester de la validité des textes. C'était essentiel pour assurer la crédibilité de l'œuvre. Et bien qu'il s'agisse d'un ouvrage collectif, on doit pouvoir faire une lecture d'ensemble là, et que ce soit une lecture globale avec un style assez neutre et uniforme. Donc, on avait établi un grand tableau Excel des différents états du texte pour savoir en tout temps où est rendu le texte, qui est responsable de l'évaluer, quand il doit nous revenir. Puis ça aidait à respecter des délais, même si parfois c'est un vœu pieux, là, faire respecter les délais à des nombreux collaborateurs qui ont chacun leurs obligations au Québec ou à l'international.
Finalement, j'ai rédigé moi-même des notices en lien avec mes recherches doctorales, donc sur les femmes dans le milieu du livre, sur la Société d'études et de conférences, comme tu l'as dit, sur Marie Raymond, la fondatrice du Salon du livre, et sur les écrivaines Michèle Lenormand et Claire Martin. C'est vraiment fascinant. Beaucoup de travail et, bon, ça ne m'étonne pas tellement pour la graphie des prêtres, mais je suis assez étonnée qu'on ait du mal à faire respecter les délais dans le milieu universitaire, personnellement. Et toi, Mylène, donc on va te présenter. Hein, tu détiens une maîtrise en histoire du livre de l'Université de Sherbrooke. Tu t'es penchée sur le cas du Festival littéraire des correspondances d'Eastman et tu es maintenant professionnelle de recherche pour le Fonds de données linguistiques du Québec. Pendant tes études, tu as révisé l'ensemble du dictionnaire avec beaucoup de minutie, hein, et tu nous as même déjà confié l'avoir lu 4 ou 5 fois d'un couvert à l'autre. On nous a parlé du protocole strict de rédaction, mais entre la théorie et la pratique, quelle somme de travail ça représente de veiller donc à l'uniformité des différentes notices, à ton avis? Oui, bien en fait, c'est un énorme travail, puis je pourrais vous dire franchement que j'aurais pu ne jamais arrêter ce travail parce que on parle quand même d'environ 400 notices. Donc, il y a plusieurs points d'uniformité qui revenaient à chaque fois que je relisais le dictionnaire pour corriger certaines choses. Bien, là, il y a d'autres choses qui m'apparaissaient. Puis moi, quand je suis entrée dans l'univers du dictionnaire, ça faisait, je vous dirais, presque 10 ans que le projet a été entamé. Puis comme Fanny a dit, elle avait déjà commencé la révision. Mais le protocole a évolué, donc c'était des choses à revérifier constamment. Donc, à force de relire, je trouvais toujours des nouvelles incohérences, que ce soit dans le fond ou dans la forme, parce qu'il y a beaucoup de... le milieu littéraire, comme vous savez, ça fonctionne en réseau. Donc, il y a beaucoup de notices qui se recoupaient dans leurs informations. Puis là, dans telle notice, on dit que cet événement est arrivé à l'automne 1918, mais dans l'autre notice, on dit 1917. Puis là, il faut recommencer la recherche pour vérifier parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, évidemment. Puis, il faut trouver la bonne information. On va être quand même un ouvrage de référence. Donc, ça, c'était quand même une grosse tâche, une grosse responsabilité de décider là, de quelle mention on laisse, parce que dans différents ouvrages de référence que j'ai consultés pendant la recherche, mais c'était pas toujours nécessairement les mêmes informations. Donc là, laquelle on choisit. Ça, c'était assez un gros travail. Puis évidemment, dans la forme du texte, c'est des questions qui peuvent apparaître un peu... Tantillonne, anodine. Oui, exactement. Mais on parle de minuscules. Comment est-ce qu'on écrit le nom des communautés religieuses? Est-ce qu'on met des majuscules, des minuscules, le nom des écoles, des institutions? Ça, c'est toute une réflexion qu'on a dû avoir, José et moi. Sinon, c'est ça, à chaque fois qu'on corrigeait une information dans une notice, ça représentait d'aller vérifier dans toutes les autres notices où cette information est présente, est-ce que c'est bel et bien la même chose qui revient? Donc, je dois vous dire que j'ai... utiliser de façon un peu compulsive la fonction rechercher dans Word. Merci pour cette fonction d'ailleurs, parce que sinon, je peux vous dire, j'aurais relu plus de 4 fois le dictionnaire d'un couvert à l'autre et je serais probablement encore en train de le faire en ce moment. On parle quand même d'un document Word de près de 2000 pages, donc c'est énorme comme travail de révision et d'uniformité. Puis c'est ça. Sinon, on avait aussi beaucoup de discussions avec José et Marie-Pierre, les directrices du projet, pour des décisions qui étaient plus de premier plan. Par exemple, on a beaucoup réfléchi à la façon de présenter les femmes, parce que chaque notice est présentée sous le format nom, prénom. Mais là, dans le cas des femmes, beaucoup de femmes étaient connues sous le nom de leur mari. Est-ce qu'on les présente quand même sous leur nom de jeune fille, sous le nom de leur mari? Pour les femmes qui ont des pseudonymes, donc, c'était vraiment beaucoup un cas assez important parce que le dictionnaire s'était donné je sais pas si je peux dire une mission, mais c'était quand même vraiment important pour nous. D'abord, c'est un ouvrage qui était qui est toujours dirigé par 2 femmes. Puis pour nous, on voulait mettre les femmes de l'avant. Ça a été difficile, je pense, au début du processus de trouver des femmes qui pouvaient figurer dans le dictionnaire parce que les femmes n'étaient pas mentionnées. Le travail des femmes a été beaucoup invisibilisé. Donc, je pense que c'était vraiment un souci dès le début pour José et Marie-Pierre d'inclure des femmes dans le dictionnaire. Donc, de décider la façon de les présenter
Ça a été vraiment une réflexion centrale. Puis, c'est une réflexion qui s'est terminée très tard dans le processus. Là, je me souviens d'avoir dû changer le titre des notices, déplacer les notices 2, 3 fois. Mais la dernière décision a été la bonne. Là. Je pense qu'on voulait être certaine de faire les choses comme il faut. Puis sinon, pour les petits détails mineurs, il y a beaucoup, comme Fanny l'a mentionné, les directrices, à moi aussi, m'ont accordé une énorme confiance. Puis ça, c'est vraiment rassurant de voir que les directrices ont confiance en notre travail. Donc, il y a beaucoup de petites décisions qu'elles m'ont laissé prendre toute seule. On parle des trucs de minuscules, comme j'ai parlé tantôt, et replacer les informations dans les bons paragraphes, si je peux dire, à l'intérieur des notices. Donc, ça a été beaucoup de travail, en effet. Un travail qui aurait pu durer encore plusieurs années, mais qu'on a dû interrompre. Un travail, donc, de détective, presque, puis un travail de minutie, là. Vraiment, c'est impressionnant de t'entendre, Mylène, là-dessus. Puis Sophie, maintenant, j'aurais une question pour toi, mais avant, je vais te présenter. Donc, tu es agente aux communications chez Sporobol, un centre d'artistes qui place ceux-ci au cœur de la société et qui mise donc sur la rencontre entre la recherche et la création. Cet intérêt pour l'art était déjà présent durant tes études doctorales à l'Université de Sherbrooke, puisque tu t'intéressais à la professionnalisation du métier d'illustrateur. Au sein de l'équipe du dictionnaire, tu as occupé pendant plusieurs années le rôle de coordonnatrice, en prenant en quelque sorte le relais de Fanny. On peut imaginer que la nature de la coordination change au fur et à mesure que le projet du dictionnaire, lui, évolue. Où en était le projet quand tu as endossé ce rôle-là? Et quelles sont, selon toi, les misères, mais aussi les splendeurs, sans doute, là, de la coordination donc, d'un dictionnaire? Oui, bien, c'est des bonnes questions. Moi, je suis arrivée, justement, là, après Fanny. Donc, le projet était bien entamé, sur les rails. Puis après ça, Mylène est arrivée, donc j'étais comme un peu entre leurs deux postes, si on veut. Ce qui a peut-être un peu changé par rapport au travail de Fanny, c'est par rapport au contexte dans lequel Fanny travaillait pour le dictionnaire, je dirais que c'est le rythme de travail, parce que à un moment donné, les notices se sont mises à rentrer. Ça s'est accéléré, là, la correction, la révision. Donc, le rythme était, je pense, plus effréné. Là. Il fallait faire ça vite, il fallait réviser. Et vous le savez, c'est quelque chose, de réviser les notices. Là, c'est une espèce de jeu un peu de ping-pong là, entre les réviseuses, les directrices et les rédacteurs, rédactrices. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient de notices, beaucoup de révisions de notices, très grande quantité là, de textes à lire et à réviser, à remettre en question. Peut-être contrairement à mes collègues, j'en ai lu beaucoup de notices, j'en ai écrit aussi beaucoup, mais je pense que ce que j'ai le plus lu, moi, dans ce projet-là, ce sont les tableaux avec chaque métier, les tableaux dans lesquels on compilait là, les notices et justement là, leur statut, où elles étaient rendues et tout ça. J'ai dû imprimer ces feuilles de tableaux-là je ne sais pas combien de fois. On les barrait, on les raturait, on faisait des suivis, on enlevait ça, il fallait faire des relances. Donc, je dirais que c'était pas mal là où c'était rendu là, quand moi j'ai pris la balle au bon. Les grandeurs et les misères. Ouais, ça, les bons côtés, les moins bons côtés. Les bons côtés. Les bons côtés, c'est, puis vous allez probablement être d'accord avec moi, c'est qu'on a accès à toutes les notices, à toutes ces informations-là. Moi aussi, je lisais les notices, mais à un moment donné, justement, il y en avait tellement qu'on avait... Mylène s'occupait de la révision là, de linguistique puis de l'application du protocole de rédaction, mais je lisais, pareil, les notices pour vérifier certains faits, tout ça. Et le bonheur là-dedans, c'est d'avoir un portrait, justement, général de tout le milieu du livre, puis d'avoir accès à ça comme en grande première, là, avant tout le monde, et d'avoir même participé là, à trouver les éléments, les informations qui ont fait ces notices-là. Ça, c'est magnifique. Ça, je pense que c'est ce qui ressort de plus positif pour moi. Les misères,
comme toute coordination, les misères, c'est de courir après les gens. Je fais moi-même partie des gens avec lesquels on court souvent. Mais là, je devais le faire. C'est des fois d'y aller de mettre nos gants blancs parce qu'on leur retourne des textes qui sont pas toujours à notre goût, qui sont pas toujours achevés, qui sont pas toujours terminés. Il y a des gens que ça offusque recevoir ça. Donc ça, c'est des parties qui sont un peu moins le fun, d'avoir à contacter tous les collaborateurs pour leur dire « il faudrait retravailler ça ». Donc cette partie-là, bon, je dirais que c'est un petit peu le côté... la misère de la coordination. Mais sinon, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur un projet de cette envergure-là, c'est magnifique. Donc, Fanny, toi qui as été donc, au début d'un projet donc, aussi colossal et qui en a assuré donc, la coordination, ça doit être quelque chose qui a été vraiment marquant dans ta formation, j'imagine. Quels souvenirs, quelles compétences gardes-tu de cette expérience-là? Puis, de manière peut-être plus concrète, de quelle manière cette expérience-là de coordonnatrice, ça influence aujourd'hui ta pratique professionnelle? Bien, mon travail de coordonnatrice du dictionnaire des gens du livre a été ma plus grande école, finalement, pour le poste d'adjointe à la direction là, que j'occupe présentement à la Faculté des lettres et sciences humaines. C'est avec le dictionnaire que j'ai appris à être organisée et à laisser des traces à prendre des notes pour éviter que le travail soit toujours à refaire, même s'il a été à refaire parfois. J'ai aussi appris à me débrouiller pour trouver de l'information, à toujours douter. C'est un réflexe de chercheur. On doute de soi, on doute des textes. C'est pas par méchanceté, c'est plutôt pour s'assurer de la qualité du travail. J'ai compris et j'ai même apprécié le fait que je devais faire le maximum de travail invisible, ce qu'on pourrait parfois appeler un travail plate. Je pense au secrétariat, par exemple, à la révision de demandes de subventions, à la révision linguistique, par exemple, pour que le projet avance. Donc, je me vois souvent comme un canard là, qui pédale sous l'eau pour permettre au projet d'avancer, lui, tranquillement. Puis, c'est ce que je fais aussi dans mon travail à la Faculté des lettres et sciences humaines. C'est un travail de l'ombre, mais je suis chanceuse, puis probablement que mes collègues vont penser la même chose. J'ai reçu beaucoup de reconnaissance là, de la part des directrices et de l'ensemble des collaborateurs pour ce que j'ai fait pour le dictionnaire. Et toi, Sophie, tu as également rédigé plusieurs notices, en particulier à propos d'illustrateurs, ce qui se conçoit bien en regard de ton sujet de thèse et de ton intérêt en général pour les arts visuels. Est-ce qu'il est juste de dire que le domaine de l'illustration représente un domaine qui a souffert peut-être plus que d'autres d'une invisibilité dans l'histoire du livre? Et selon toi, en quoi le dictionnaire contribue peut-être à changer le cours des choses de ce côté-là? Oui, je pense. Ben, est-ce que c'est un métier qui aurait souffert plus que d'autres? Je ne sais pas si je peux dire que l'illustration a souffert, par exemple, plus que les libraires ou que les corps de métier, j'ai envie de dire ça, là, du livre. Mais c'est une forme, c'est une pratique qui est quand même, qui a été peut-être plus ambiguë puis peu étudiée. Parce que, d'une part, et ça c'est moi qui pense ça, c'est une hypothèse, mais l'illustrateur ou l'illustratrice viennent au début de la chaîne du livre, comme l'auteur, comme l'écrivaine et tout ça. Mais la lumière, les projecteurs sont toujours placés sur l'écrivain, sur les auteurs. Donc, déjà là, il y a eu longtemps une forme d'occultation de ce métier-là. Puis, en plus, l'illustration comme telle, c'est une image qui vient illustrer, qui vient appuyer, qui s'inspire d'une phrase, de l'écrit et qui traduit ça. Donc, il y a comme une ingratitude artistique, là. C'est comme si on n'avait pas... C'est comme si l'illustration, c'était pas un art au même titre que la peinture ou que la performance, peu importe, là. Donc, il y a ça qui fait, je pense, que peut-être ça a été un peu moins parlé, peut-être comme une incompréhension de cette forme d'art-là du côté des gens du livre. Puis il y a aussi que c'est un langage visuel. Fait que peut-être que les gens du livre se sont beaucoup
plus intéressé au texte, à l'objet livre. Donc, bon, ça répond plus ou moins à la question, est-ce qu'on en a moins parlé? Il y a quand même des ouvrages qui ont été faits, il y a quand même d'excellents ouvrages qui ont été faits, mais c'est vrai que ça a été très peu abordé. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que je pense que qu'est-ce que le dictionnaire apporte de ce côté-là? Bien, c'est génial parce qu'on a beaucoup d'illustrations, on a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices dans le dictionnaire et je pense qu'il y a on donne une grande visibilité à cet art-là, à ces métiers-là, différents angles, différents styles, différentes personnalités, différents parcours. Et je pense que pour l'illustration au Québec, là, je pense que le dictionnaire va être un apport important pour au moins aller chercher des éléments là, de base et de comprendre ce métier-là. Mylène, on en a déjà parlé quand même pas mal, mais tu as donc participé à la rédaction de notices, puis tu as révisé le dictionnaire, puis tu as assumé donc, la coordination davantage vers la fin du projet. Donc, tu as vraiment pris le flambeau là, vers les derniers milles. Quels étaient, selon toi, les enjeux là, que vous deviez faire face là, vraiment à la toute fin donc, du projet, donc pour vraiment arriver là, à l'apparition du dictionnaire? Oui, bien moi, c'est ça. J'ai été engagée au départ comme assistante de recherche pour simplement faire la gestion de la révision. Donc, pour moi, la coordination, c'était vraiment à part de mes tâches de révision, ce qui était différent de Fanny, par exemple, qui faisait tout en même temps en tant que coordonnatrice. Donc, moi, quand je suis arrivée comme coordonnatrice, à la fin, c'était vraiment pour des enjeux, je dirais, pragmatiques, là, de finaliser l'ouvrage puis de l'envoyer sous presse. Donc, moi, j'avais comme 3 tâches principales comme coordonnatrice. Donc, premièrement, constituer le manuscrit du dictionnaire à partir de chaque notice. Donc, chaque notice était un document Word en soi. Donc, j'ai dû rassembler toutes les notices et créer le manuscrit, ce qui était extrêmement satisfaisant. Donc, j'ai dû constituer aussi tout le paratexte. Donc, on parle des index. Évidemment, c'est pas moi qui ai écrit l'introduction, mais c'est moi qui a assemblé les textes ensemble. J'ai fait toute la bibliographie générale du dictionnaire. Donc ça poursuivait un peu mes tâches de révision. Sinon, j'ai dû aussi travailler pour constituer le tableau des illustrations, aider à sélectionner les illustrations, travail qui avait déjà été entamé par Marie-Pierre, qui avait fait une très bonne présélection. Donc moi, mon rôle pour le dossier des illustrations, c'était vraiment d'aller chercher les droits de reproduction. Donc, dans les fonds d'archives, j'ai contacté beaucoup BANQ à ce sujet-là. Mais le plus grand défi de mon mandat de coordonnatrice, ça a été d'entrer en contact avec l'ensemble des collaborateurs pour finaliser les contrats avec l'éditeur. Donc, le contrat final avant la mise sous presse du dictionnaire. Ce qui a été vraiment difficile, c'est qu'il y a quelques-uns des rédacteurs dans le texte, là où les textes avaient été mis en boîte il y a de cela peut-être 5, 6, 7 ans, au moment où moi j'arrive en scène pour essayer de les contacter. Donc, il avait changé d'adresse courriel dans certains cas, il avait déménagé en dehors du Québec. Il y a des gens que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à rejoindre. Donc ça a été vraiment mon gros défi. C'est vraiment super de vous entendre toutes les trois donc, sur votre vision. Là. On voit que vous avez vraiment une vision globale du projet puis des étapes concrètes qui sont nécessaires pour constituer un dictionnaire ou en tout cas constituer un grand projet comme celui-là. J'aimerais là, vous entendre en terminant sur, selon vous, là, quelles seraient les perspectives, quelle perspective en fait le dictionnaire ouvre pour notre compréhension du monde du livre? Là, vous pourriez chacune peut-être répondre brièvement en commençant par Fanny peut-être? Bien, pour moi, le dictionnaire, ça va être un ouvrage de base, là, donc on va utiliser, ça va devenir un incontournable. J'ai l'impression, d'un côté, c'est le genre d'ouvrage qu'on va pouvoir feuilleter, peut-être feuilleter quelques notices avant d'aller au dodo, puis revenir plus tard pour s'informer tranquillement, finalement. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être un outil d'enseignement, un livre qu'on consulte constamment, dans lequel on va souligner, on va travailler. C'est aussi un livre d'histoire qui raconte des pans inconnus là, de la société québécoise. En ce sens, ça m'apparaît très riche en apprentissage pour tout le monde.
Okay. Mylène? Oui, bien moi, ce que je trouve particulièrement riche dans le dictionnaire, c'est que ça révèle à la fois une vision micro et macro du monde du livre. Micro en ce sens que on plonge dans le parcours d'un individu à la fois. Donc, on a vraiment beaucoup de détails sur la vie personnelle, pas seulement sur sa vie professionnelle, on est allé chercher beaucoup de détails aussi sur son parcours scolaire, ses relations plus personnelles, le mariage, etc. Donc, ça, c'est vraiment des informations dans le détail, là, puis que pour certaines informations, c'est des informations qui ont à peu près été jamais publiées nulle part. Donc ça, c'est un apport très important que le dictionnaire fait pour le monde de la recherche. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il y a aussi une vision macro parce qu'on parle des débuts de la colonie jusqu'à peut-être les années 80, là, selon les cas. Donc vraiment, on voit toute l'évolution, puis pas seulement du métier d'éditeur, là, c'est ça qui est... C'est large, ça couvre un large spectre, non seulement sur le plan du temps, mais sur le plan aussi des différents métiers. Donc pour ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme ouvrage. Sophie, je ne sais pas si tu as une telle chose à ajouter. Mes anciennes collègues ont pas mal résumé ce que je pense, là. Fanny l'a dit, c'est un ouvrage de référence, et ça va être l'ouvrage de référence, là, de base pour l'histoire du livre, le monde du livre au Québec. Ce que je pourrais rajouter, c'est que, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est l'ouvrage que j'aurais voulu avoir sous la main pendant mes recherches. Là. C'est l'ouvrage auquel on a participé, ce dictionnaire-là, là, c'est ce qu'on aurait voulu, on l'a fait avec tout notre amour, c'est ce qu'on aurait voulu avoir pendant les études, pendant les recherches. Donc, en cela, je pense que ça va contenter beaucoup de chercheurs, d'étudiants. Puis, comme Fanny et Mylène ont dit aussi, des gens qui s'intéressent à la culture, pas juste aux livres. Là. Il y a des éléments de la culture politique, de la culture artistique, il y a de la culture sociale dans ça. Donc, c'est un beau portrait de ce qui s'est fait de la culture au Québec aussi, là. Sophie, Mylène, Fanny, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer les rouages compliqués de cette grosse machine que représente le dictionnaire historique des gens du livre. On rappelle que l'ouvrage vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Avant de se quitter, on aime bien inviter les visiteuses et les visiteurs à signer le livre d'or du GRELC en nous livrant une phrase ou une citation qui résume à leur sens l'esprit du groupe de recherche. Les mots de la fin sont les vôtres, peut-être selon le même ordre que tout à l'heure. Donc, Fanny? D'ailleurs, d'accord. Alors, j'utiliserai l'expression « faire œuvre utile ». Selon moi, avec le dictionnaire historique des gens du livre, l'équipe du GRELC et tous ses collaborateurs, tous ses assistants de recherche ont fait œuvre utile. C'est peut-être plus sexy de parler de la poésie de Nelly Gant ou du théâtre de Michel Tremblay que de mettre en lumière le travail d'un imprimeur obscur du 19e siècle. Mais sans l'imprimeur, sans l'éditeur, sans le libraire, sans les bibliothécaires, sans les congrégations religieuses, sans les associations, sans les illustrateurs, eh bien, sans ces hommes et ces femmes qui ont bâti et animé le réseau du livre au Québec, bien, ces grandes figures-là marquantes n'auraient pas pu exister. Donc, c'est faire œuvre utile de donner accès à des personnages méconnus qui ont eu de l'influence à leur époque et de les mettre enfin en lumière comme ils et elles le méritent. Oui, donc moi, je dirais, pour moi, dans une vision très personnelle, le GRELC qui représente un peu le côté humain du monde de la recherche. Donc pour moi, qui venais pas du tout de cet univers-là, ça m'a vraiment aidé à me familiariser avec l'univers de la recherche qui peut être parfois assez froid. Donc de connaître le milieu de la recherche grâce au GRELC, ça m'a permis de le connaître d'abord et avant tout par les personnes qui font la recherche. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours universitaire. Et toi, Sophie?
Moi, je vais y aller avec une citation de Boileau. Le grêle et le dictionnaire m'inspirent. C'est la citation qui dit « 100 fois sur le métier, votre ouvrage vous remettrez. » Pas parce que les recherches du grêle ont besoin de ça, mais au contraire parce que pour arriver à une qualité de recherche comme ça, les publications, il y a eu du travail en dessous de ça. Et il y a eu du travail, du retravail, de la révision, de la correction. Et je pense que c'est comme ça aussi pour tous les projets au GRELC. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler, de retravailler, même si parfois, bon, ça nous plaît pas. Mais je trouve que la citation de Boileau représente bien tous les efforts et tout le travail, l'acharnement qu'il y a derrière les réalisations du GRELC. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.